J'entends encore la pluie de cette nuit-là. Fine, régulière, presque timide contre les vitres du dernier bus. Il y avait aussi le grincement des essuie-glaces, ce va-et-vient monotone, comme un vieux cœur fatigué qui refusait pourtant de s'arrêter. L'air sentait le tissu mouillé, le métal froid, et ce parfum vague des villes après minuit. Je me souviens de la buée sur la fenêtre, de mon reflet flou, de mes yeux qui ne regardaient rien. J'étais seul depuis longtemps déjà, pas seul comme on l'est un dimanche soir, pas seul comme après une dispute ou un départ. Non, seul d'une façon plus profonde, plus ancienne, comme si le monde continuait sans moi depuis des années et que j'avais fini par l'accepter. Je rentrais chez moi. Je travaillais, je mangeais quand j'y pensais, je dormais mal, je parlais peu, je ne manquais à personne. Et à force, je m'étais presque mis à ne plus me manquer à moi-même. Puis il y a eu cette chose étrange, immense et douce à la fois. La sensation, en la voyant, que quelque chose de beau et de rare, quelque chose que j'avais oublié, revenait respirer dans ma poitrine. Je l'ai vue à l'arrêt suivant. Elle est montée avec un parapluie fermé à la main et des gouttes accrochées à ses cheveux. Pas beaucoup. Juste assez pour faire briller quelques mèches sombres autour de son visage. Elle portait un manteau clair, trop léger pour la saison, et une écharpe qu'elle semblait avoir nouée sans y penser. Elle s'est arrêtée un instant dans l'allée, comme si elle hésitait entre rester debout et s'asseoir. Puis, elle a choisi la place en face de moi. Pas tout à fait en face. Un peu en biais, à cette distance étrange où l'on voit quelqu'un sans avoir le droit de le regarder longtemps. Je n'ai pas baissé les yeux assez vite. Elle m'a vu. Et elle a souri. C'était un petit sourire. Presque rien. Pas un sourire de séduction. Pas un sourire poli non plus. Un sourire comme une veilleuse dans une pièce noire. Quelque chose de discret qui change pourtant toute la lumière. J'ai regardé mes mains. J'avais honte de la fatigue qu'elle portait, de mes ongles mal coupés, de ma peau sèche, de l'homme que j'étais devenu sans m'en rendre compte. Mais je sentais encore ce sourire sur moi, comme une chaleur, comme une permission silencieuse d'exister. Le bus avançait dans des rues presque vides. Les néons glissaient sur son visage par éclats bleus, jaunes, rouges. Par moments, elle semblait lointaine. À d'autres, terriblement proche. Elle regardait dehors, puis ses yeux revenaient vers moi. Pas avec insistance, avec curiosité. Avec cette douceur qui m'a tout de suite désarmé. Quand elle est descendue, j'ai cru que c'était fini. Une de ces rencontres minuscules qui ne deviennent rien. Une seconde de grâce perdue dans la nuit. Mais au moment où les portes se sont ouvertes, elle s'est retournée. « Vous venez ?» J'ai levé la tête, certain qu'elle parlait à quelqu'un d'autre. Il n'y avait personne. « Moi ?» j'ai demandé. Elle a hoché la tête, comme si c'était évident. Je suis descendu. Dehors, la pluie avait ralenti. Le trottoir brillait sous les lampadaires. Elle a ouvert son parapluie sans vraiment se protéger. Moi, je n'en avais pas. Nous avons marché côte à côte dans un silence qui n'était pas lourd. Juste fragile. Comme quelque chose qu'il ne fallait pas brusquer. « Vous aviez l'air triste », a-t-elle dit. Sa voix était basse, calme, un peu voilée. Je me suis surpris à sourire. Pas parce qu'elle avait tort, juste parce que quelqu'un l'avait remarqué. C'est possible. Moi aussi, parfois. Elle a dit ça simplement, sans chercher à créer un lien, sans appuyer. Et c'est peut-être pour ça que j'ai senti ce lien se former tout de suite. Nous avons marché jusqu'à un petit café encore ouvert au coin d'une rue que je prenais souvent sans jamais m'y arrêter. Les vitres étaient embuées. Une lumière ambrée tombait sur les tables en bois. Il y avait peu de monde. Une vieille chanson passait très bas derrière le bruit de la machine à café. Elle m'a demandé si j'acceptais un thé. J'ai dit oui, comme on accepte d'être sauvé sans trop comprendre comment. Elle s'appelait Anna. Je le sais encore. Je le sens encore. Ce prénom dans sa bouche, court, doux, une poignée de lettres et déjà tout un vertige. Je lui ai donné le mien. Elle l'a répété une fois, lentement, comme si elle le déposait quelque part en elle. Nous avons parlé pendant des heures. Enfin, il me semble. Le temps avait changé de forme. Je lui ai raconté presque rien de précis. Quelques morceaux, mon appartement trop silencieux, mon travail sans visage, mon habitude de marcher la nuit pour retarder le moment de rentrer. Elle écoutait comme peu de gens savent écouter, sans interrompre, sans préparer sa réponse pendant que je cherchais mes mots, avec une attention entière, presque tendre. Puis elle a parlé d'elle, pas beaucoup non plus. Elle aimait les gares tard le soir, les livres d'occasion,
les chansons qu'on reconnaît aux premières notes. Elle disait qu'il y avait des gens qui entraient dans une pièce comme s'ils demandaient pardon, et d'autres comme s'ils revenaient chez eux. Elle riait peu, mais quand elle riait, ses yeux se fermaient presque entièrement, et cela me donnait envie de raconter n'importe quoi, juste pour revoir cette lumière. Je me souviens du moment exact où quelque chose a basculé en moi. Elle avait posé sa main autour de sa tasse. Ses doigts étaient fins, très pâles. Elle regardait la pluie derrière la vitre, et elle a murmuré « J'ai toujours peur que les belles choses ne restent pas ». Je ne sais pas pourquoi cette phrase m'a touché à ce point. Peut-être parce qu'elle ressemblait à une vérité que je portais depuis des années. Peut-être parce qu'en l'entendant, j'ai compris que sa solitude connaissait la mienne. Je lui ai dit « Alors, il faut les regarder plus longtemps ». Elle s'est tournée vers moi, lentement. Et dans ce silence-là, dans cette seconde suspendue entre nous, j'ai senti mon cœur revenir à la vie avec une douleur presque douce. Quand le café a fermé, nous avons dû sortir. La rue était vide, la pluie avait cessé, l'air était plus froid, plus net. Elle m'a demandé si je marchais encore un peu. J'ai dit oui. J'aurais dit oui à n'importe quoi qui prolongeait sa présence. Nous avons longé le canal. L'eau noire portait des reflets tremblants. Nos pas résonnaient faiblement. Par moments, nos épaules se frôlaient. Rien qu'un effleurement. Mais mon corps entier le retenait. Devant le pont, elle s'est arrêtée. « Je vis tout près », a-t-elle dit. Il y avait dans son regard quelque chose qui hésitait, quelque chose de chaud, et déjà quelque chose de lointain. J'ai cru qu'elle allait partir, qu'elle allait me laisser avec cette nuit trop belle pour être vraie. Mais elle a glissé sa main dans la mienne, et c'est à cet instant précis que j'aurais dû comprendre qu'un bonheur aussi soudain ne vient jamais sans ombre. Sa main était froide au début, pas glacée, juste froide comme la nuit autour de nous. Mais au bout de quelques secondes, je l'ai senti se détendre dans la mienne, et cette simple chaleur naissante m'a bouleversé plus que j'aurais voulu l'admettre. Nous sommes restés immobiles devant le pont, sans parler. L'eau avançait lentement sous nos pieds. On entendait parfois une voiture lointaine, un chien, puis plus rien. Seulement ce silence fragile que nos respirations partageaient. Je crois que j'ai eu peur à cet instant-là. Peur de dire quelque chose qui casserait tout. Peur de ne rien dire et de la perdre quand même. Anna regardait le canal. Son profil semblait dessiné dans la lumière pâle du réverbère. Il y avait de la fatigue sur son visage. Une douceur aussi. Et cette tristesse discrète que j'avais remarquée dès le bus, mais que je n'osais pas encore nommer. Elle ne ressemblait pas aux gens qui se plaignent de leur chagrin. Elle ressemblait aux gens qui vivent avec en silence depuis longtemps. « Tu penses à quoi ?» j'ai demandé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai tutoyée. Peut-être parce que la distance entre nous n'avait plus la force de tenir debout. Elle ne m'a pas corrigé. Elle a baissé les yeux vers nos mains. Au fait qu'on ne devrait peut-être pas se rencontrer comme ça. Sa voix était presque un souffle. Une confidence faite à la nuit plus qu'à moi. Pourquoi ? Elle a eu un léger sourire. Triste, presque attendri. Parce que les nuits comme celle-ci mentent un peu. J'ai voulu lui répondre que non, que c'était le jour qui mentait, que la nuit, elle, montrait au moins nos fissures. Mais je me suis tu. Je sentais que derrière ces mots, il y avait autre chose. Une prudence ancienne, une habitude de reculer avant même de tomber. Nous avons repris notre marche. Sa main a quitté la mienne trop vite, et le froid est revenu d'un seul coup. Pourtant, quelque chose avait changé. Nous étions passés du hasard à autre chose. Un territoire minuscule, incertain, mais réel. Elle habitait un immeuble ancien, au bout d'une rue étroite couverte de feuilles humides. La façade était sombre, un peu usée, avec un balcon en fer forgé au 2e étage. Elle s'est arrêtée devant la porte, puis elle s'est tournée vers moi. J'attendais ce moment avec une angoisse ridicule. Le moment où l'on se dit au revoir sans savoir si l'histoire commence ou si elle s'arrête avant même d'exister. « Merci d'être descendu du bus », a-t-elle dit. « Merci de me l'avoir demandé. » Elle a souri cette fois plus franchement. Et ce sourire-là m'a fait mal. Pas une douleur noire, une douleur vive. Celle des choses qu'on désire déjà trop. « Bonne nuit », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas bougé, elle non plus. Puis, elle s'est avancée très légèrement et elle a posé ses lèvres sur ma joue. Un baiser presque immatériel, à peine là.
mais je l'ai senti partout. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je suis resté seul sur le trottoir pendant plusieurs minutes. Je regardais les fenêtres de l'immeuble comme si l'une d'elles allait s'allumer et me donner un signe. Rien ne s'est passé. La rue demeurait vide. L'air sentait la pierre mouillée. Et moi, debout au milieu de la nuit, je comprenais déjà que quelque chose d'incontrôlable venait d'entrer dans ma vie. Je n'ai presque pas dormi. Dans mon appartement, tout me paraissait déplacé. La chaise près de la fenêtre, les livres empilés de travers, la tasse oubliée sur l'évier. C'était le même décor que la veille, et pourtant plus rien n'avait la même forme. J'ai gardé ma veste trop longtemps. J'ai marché d'une pièce à l'autre. J'ai essayé de lire. J'ai relu 3 fois la même phrase sans la comprendre. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la pluie sur ses cheveux, sa main dans la mienne. Et cette phrase étrange, les nuits comme celle-ci, mentent un peu. Au matin, je m'attendais presque à ce que tout se dissolve, qu'elle ne soit qu'une parenthèse, une hallucination douce née de la fatigue et de la pluie. Mais vers 11 heures, mon téléphone a vibré sur la table. Un message. Je l'ai regardé longtemps avant de l'ouvrir. J'espère que tu as dormi un peu. Moi non. J'ai senti mon cœur battre trop vite, de façon presque absurde, comme à 17 ans, comme si la vie, d'un coup, avait retrouvé des gestes oubliés. Je lui ai répondu que non, moi non plus. Elle a écrit presque aussitôt. Alors, on partage au moins ça. Je me suis assis, j'ai relu ces mots. Il y avait si peu, et pourtant tout y était déjà. Cette manière de s'approcher sans brusquer. De ne pas promettre, de laisser une porte entr'ouverte au lieu de l'enfoncer. Nous avons échangé des messages toute la journée, des phrases simples, nos cafés respectifs, le ciel gris, une chanson entendue trop fort dans une boulangerie, rien d'important en apparence. Mais je sentais sous chaque mot une attention neuve, délicate, presque irréelle. Le soir, elle m'a proposé de la rejoindre dans une petite librairie qui fermait tard, près de la place des Vosges. J'y suis allé en avance, bien trop en avance. J'ai marché autour du quartier pour tromper l'attente, mais rien n'y faisait. J'avais l'impression que la ville entière s'était mise à retenir son souffle avec moi. Quand elle est arrivée, j'ai su tout de suite que j'attendrais désormais ce moment-là chaque jour de ma vie. Elle portait un pull noir, un manteau long, et ses cheveux étaient attachés cette fois, ce qui dégageait la ligne fine de son cou. Elle m'a vu avant que je fasse un geste. Son visage s'est éclairé, juste un peu, mais assez pour que tout le reste disparaisse. « Tu es là depuis longtemps ?» a-t-elle demandé. J'ai menti. À peine. Elle a penché la tête avec cet air de voir clair en moi qui me troublait déjà. Dans la librairie, nous avons parlé à voix basse entre les rayons. Le bois craquait sous nos pas. L'odeur du papier ancien me calmait. Elle sortait des livres, lisait quelques lignes, les reposait. Parfois, elle me montrait une phrase. Son épaule frôlait la mienne. Je faisais semblant de regarder les couvertures, alors que je regardais surtout ses mains. Je découvrais en elle une lenteur qui me touchait profondément. Anna ne traversait pas les lieux. Elle les habitait. Elle n'ouvrait pas un livre. Elle entrait dedans. Même son silence avait une présence. Avec elle, rien n'était spectaculaire. Et c'est peut-être pour cela que tout prenait autant de place. Après la librairie, nous avons marché sans but. Encore. Comme si nos pas savaient mieux que nous ce qu'ils cherchaient. Elle m'a parlé de son enfance près de la mer, d'une mère qui chantait en cuisinant, d'un père absent sans être vraiment parti. Elle disait peu, puis s'arrêtait, comme si chaque souvenir devait traverser une eau sombre avant d'arriver jusqu'à moi. Moi, je lui ai raconté des choses que je ne racontais jamais. Pas les grands drames. Il n'y en avait pas. Juste l'usure, les années pâles, l'impression d'avoir laissé la vie se faire sans moi. Elle m'écoutait avec cette gravité tendre qui me donnait envie d'être sincère jusqu'au bout. Nous nous sommes assis sur un banc. La nuit tombait. Les lampes s'allumaient une à une autour de nous. Elle a posé sa tête contre mon épaule avec une simplicité désarmante. J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Puis, très doucement, comme si j'avais peur qu'elle s'efface, j'ai appuyé ma joue contre ses cheveux. « Avec toi, j'oublie un peu le bruit », a-t-elle murmuré. « Quel bruit ?» Elle a hésité. Longtemps. Puis elle s'est redressée. Ses yeux avaient changé. Ils étaient plus sombres tout à coup. Plus loin. Celui qui revient toujours avant que les choses s'écroulent.
Et quand son téléphone s'est mis à vibrer dans sa poche, elle a blêmi comme si la nuit venait enfin de la retrouver. Son visage s'est vidé d'un seul coup. La couleur a quitté ses joues. Ses doigts ont tremblé autour du téléphone, sans qu'elle le sorte tout de suite de sa poche. J'ai senti son corps se tendre à côté du mien, comme un animal qui entend, très loin, un bruit que moi je ne peux pas entendre. Anna, elle n'a pas répondu. Le téléphone vibrait encore, longtemps. Une vibration sourde, insistante, presque obscène dans le calme du square. Elle a fermé les yeux une seconde, puis elle a enfin regardé l'écran. Je n'ai pas cherché à lire, je n'ai vu qu'un reflet pâle sur ses pupilles. Rien de plus. Mais cela a suffi. Quelque chose en elle venait de se refermer. « Je dois y aller », a-t-elle dit. Sa voix n'était plus la même. Elle s'était faite plus basse, plus lointaine, comme si elle me parlait déjà depuis un endroit où je ne pouvais pas la suivre. Il s'est passé quelque chose? Non. Elle a répondu trop vite. Puis elle a baissé la tête. Enfin. Si, mais je ne peux pas expliquer maintenant. Cette phrase aurait dû me faire reculer, me rendre prudent, me rappeler que je ne savais presque rien d'elle. Pourtant, au lieu de ça, j'ai seulement eu peur. Une peur simple, enfantine, celle de la voir disparaître avant même que j'aie eu le temps de m'habituer à sa présence. Elle s'est levée du banc, je me suis levé aussi. Les lampes autour de nous projetaient sur le sol des ombres longues et déformées. Le vent avait tourné. Il apportait une odeur de terre humide et de feuilles écrasées. Paris semblait s'éloigner derrière une brume légère. Il n'y avait plus qu'elle, son silence, et ce téléphone qu'elle tenait si fort que ses jointures blanchissaient. « Anna, attends. » Elle m'a regardé avec une tristesse presque douce. « Ne me regarde pas comme ça. »« Comme quoi ?» Elle a eu un sourire brisé. Comme si j'étais quelqu'un qu'on peut garder. Je n'ai pas su quoi répondre. Je crois que c'est à cet instant précis que le vertige a commencé. Pas l'amour. Pas encore. L'amour était déjà là, discret, en train de prendre racine. Non, le vertige, c'était autre chose. C'était sentir qu'en elle, il y avait une porte close et comprendre que même si elle me laissait entrer un peu, cette porte ne serait jamais vraiment à moi. Nous avons quitté le square ensemble, en silence. Elle marchait vite cette fois. Trop vite pour la femme lente de la librairie, la femme qui s'arrêtait devant les phrases, devant les vitrines, devant les reflets. J'essayais de suivre son pas sans paraître l'attraper. J'aurais voulu poser 1000 questions. Je n'en ai posé aucune. Au coin de la rue, elle s'est arrêtée. « Pardonne-moi, tu n'as rien fait. »« Si. » Elle a serré les lèvres, puis elle a ajouté. « Je t'ai laissé croire que c'était simple. Le mot m'a heurté. Simple. Comme si nous étions en train de parler d'un rendez-vous manqué, d'un dîner reporté. » Alors que moi, depuis la nuit du bus, je sentais déjà quelque chose de bien plus vaste se former en moi. Quelque chose de dangereux aussi. Une espèce de confiance insensée. Le désir de croire en elle avant même de tout savoir. Rien de ça n'est simple, ai-je murmuré. Ses yeux se sont remplis d'une émotion qu'elle a vite retenue. Non, a-t-elle soufflé. Justement. Elle a fait un pas en arrière, puis un autre, comme si elle testait la douleur de l'éloignement en petites doses. « Écris-moi quand tu seras rentré, ai-je dit. » Elle a hésité. « D'accord. » Puis elle est partie. Je l'ai regardée s'éloigner jusqu'à ce que sa silhouette se fonde dans l'ombre des façades. Après, j'ai continué à marcher sans savoir où aller. La ville autour de moi avait retrouvé son bruit, mais tout me parvenait de très loin. Les terrasses, les scooters, les voix. Rien n'entrait vraiment en moi. J'avais la sensation étrange d'avoir frôlé quelque chose de fragile et d'ancien, quelque chose qui portait déjà sa propre menace. Cette nuit-là, j'ai attendu son message. Minuit, 1 heure, 2 heures. Je n'ai pas voulu dormir. J'avais peur de manquer la vibration du téléphone. Je restais assis près de la fenêtre, la lampe éteinte, à regarder les gouttes recommencer à glisser sur la vitre. Tout me ramenait à elle, à son front posé contre mon épaule, à cette phrase obscure, le bruit qui revient toujours avant que les choses s'écroulent. Vers 3h15, enfin, l'écran s'est allumé. Je suis chez moi, désolé. C'était peu, trop peu. Mais je me suis accroché à ces mots comme à une planche dans l'eau noire. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, toujours rien. Le midi, rien. Je travaillais sans voir mon écran. Chaque notification me soulevait le cœur avant de me laisser vide. Je détestais déjà cette dépendance soudaine. Cette facilité avec laquelle elle avait pris toute la place.
Moi qui vivais depuis des années dans une solitude presque bien rangée, il avait suffi de 2 nuits, de quelques regards, de sa main dans la mienne, pour que tout mon équilibre se défasse. Le soir, son message est enfin arrivé. Tu peux me rejoindre ce soir? Pas longtemps. Je n'ai pas demandé où. Elle a envoyé une adresse. Une rue calme du 15e. Un café presque vide. J'y suis allé avec cette impression de marcher vers quelque chose qui allait me sauver ou me briser. Et sans savoir lequel des deux, je souhaitais le plus. Elle était déjà là. Près de la fenêtre. Un gobelet de thé entre les mains. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux étaient attachés à la hâte. Il y avait des ombres bleues sous ses yeux. Pourtant, quand elle m'a vu entrer, quelque chose en elle s'est adouci. 1 seconde seulement. Mais je l'ai vue. Je me suis assis en face d'elle. « Tu m'as fait peur, ai-je dit. » Elle a baissé les yeux. « Je sais. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a longuement regardé la buée sur la vitre, la rue derrière, les phares qui passaient. Puis, elle a posé son téléphone sur la table, entre nous, comme on pose une arme. « Il y a quelqu'un dans ma vie, » a-t-elle murmuré. « Je crois que le monde ne s'est pas arrêté. Ce serait trop simple à dire. Non, le monde a continué exactement comme avant. » La machine à café a sifflé. Une cuillère est tombée quelque part derrière le comptoir. Un homme a ri dans la rue. Et c'est précisément cela qui m'a détruit. Parce qu'au moment où quelque chose se fissurait en moi, rien autour n'avait la décence de s'effondrer avec moi. Je l'ai regardé, longtemps, sans comprendre. Ou peut-être en comprenant trop bien. Quelqu'un? Comment? Sa bouche a tremblé. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Quelqu'un que je n'arrive pas à quitter, même s'il me fait déjà vivre dans son absence. Et dans le silence qui a suivi, j'ai senti pour la première fois que l'amour avait peut-être commencé pour moi le soir même où il était déjà trop tard. Je n'ai pas tout de suite trouvé quoi dire. Mes mains étaient posées à plat sur la table, immobiles. J'avais peur que le moindre geste trahisse le tremblement qui montait en moi. Anna, elle, regardait son thé comme si une réponse pouvait remonter à la surface. La lumière du café était trop douce pour une phrase aussi dure. Elle rendait tout plus cruel. Les banquettes, les tasses, la pluie fine sur la vitre. Même la musique semblait se tenir loin de nous, par pudeur. « Tu l'aimes ?» ai-je demandé. Je n'aurais peut-être pas dû, mais il était trop tard pour les questions sages. Elle a fermé les yeux, longtemps. Quand elle les a rouverts, ils étaient plus brillants. Je ne sais plus ce que c'est, aimer avec lui. Cette réponse m'a fait plus mal qu'un oui, parce qu'elle laissait encore une place floue, abîmée, mais une place quand même. J'ai tourné la tête vers la rue. Je ne voulais pas qu'elle voie trop vite ce qui se passait en moi. Le visage d'un homme qui comprend qu'il est arrivé dans une histoire commencée bien avant lui. Une histoire dont il ne connaît ni les blessures ni les promesses, mais dont il devra déjà payer le prix. « Pourquoi tu m'as laissé m'approcher ?» ai-je demandé doucement. Elle a eu ce mouvement léger des épaules qu'elle avait quand une vérité pesait trop. Je ne voulais pas. J'ai eu un rire bref, sans joie. « Tu m'as fait descendre du bus. »« Je sais. » Sa voix s'est cassée sur ces 2 mots. « Je sais, » a-t-elle répété. Et je me le reproche depuis. Je l'ai regardée. Elle n'essayait pas de se défendre. C'était pire. Il n'y avait chez elle ni stratégie, ni mensonge élégant. Seulement de la fatigue. Et une forme de honte qui me désarmait malgré moi. J'aurais presque préféré qu'elle soit légère, cruelle, inconséquente. Cela m'aurait aidé à reculer. Mais Anna portait sa confusion comme on porte un deuil invisible. « Alors dis-moi la vérité », ai-je murmuré. « Toute la vérité. » Elle a posé ses 2 mains autour de sa tasse, comme pour y chercher du courage. Il s'appelle Julien. Ce prénom est resté un instant entre nous. Froid. Intrus. J'ai senti ma mâchoire se serrer. « Nous nous connaissons depuis des années », a-t-elle poursuivi. « Ça a été fort. Très fort. Au début, j'ai cru que c'était une évidence. Tu sais, ce genre de lien qui te fait croire que plus rien d'autre n'existera jamais après. Oui, je le savais déjà. Je le vivais en face d'elle. Et puis, ai-je demandé. Elle a baissé les yeux. Et puis, il est devenu quelqu'un qui entrait et sortait de ma vie quand ça lui convenait. Il partait. Il revenait. Il promettait. Il disparaissait encore. À chaque fois, je me disais que c'était fini. À chaque fois, il suffisait d'un message, d'une nuit, d'un regard, et tout recommençait. J'écoutais sans l'interrompre. Chaque mot m'ouvrait une blessure que je n'avais pas encore le droit d'avoir. C'était absurde. Je le savais.
Mais la douleur ne demande jamais la permission. Tu es encore avec lui? Ai-je demandé. Elle a pris le temps avant de répondre. Pas vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est jamais vraiment là, et que pourtant je vis encore autour de son retour. Cette phrase m'a traversé comme du verre. Je la comprenais trop bien. Il y avait dans sa voix quelque chose de honteux et d'enfantin à la fois. La honte de rester attaché, l'impuissance de ne pas savoir couper. On ne choisit pas toujours la porte devant laquelle le cœur décide d'attendre. Et hier soir, le téléphone, elle a hoché la tête. C'était lui, bien sûr. J'ai regardé le téléphone posé entre nous, noir, silencieux, petit objet sans grâce. Et j'ai détesté ce rectangle de verre plus que je n'avais jamais détesté un être humain. Parce qu'il avait suffi qu'il s'allume pour que je la perde, ne serait-ce qu'un instant. Il voulait quoi? Me voir. Tu y es allé? Elle n'a pas répondu tout de suite. Ce silence-là a suffi. J'ai senti quelque chose tomber en moi. Pas brutalement. Non, lentement, comme un plafond qui se fissure avant de céder. Tu y es allé? Ai-je répété. Oui. Le mot était presque inaudible. Je me suis adossé à la banquette. J'avais l'impression de manquer d'air, mais je refusais de le montrer. Une part de moi voulait se lever, payer, partir, et ne plus jamais revoir son visage. Une autre, plus basse, plus honteuse, voulait seulement qu'elle tende la main vers moi et dise qu'elle regrettait, qu'elle me choisissait, qu'elle avait compris. C'est cela, peut-être, le début véritable de l'amour. Pas le bonheur, pas l'élan, mais cette humiliation secrète qui consiste à espérer encore alors qu'on devrait déjà s'éloigner. « Pourquoi tu m'as demandé de venir ce soir ?» ai-je demandé. Elle a levé vers moi des yeux si fatigués que ma colère s'est fendue malgré moi. Parce que je ne supportais pas l'idée de te laisser dans le silence. Et maintenant, elle a inspiré lentement. Et maintenant, je voulais que tu saches qui je suis vraiment. Je n'ai pas répondu. Je regardais son visage comme on regarde une maison déjà en feu, en se demandant encore si l'on peut y entrer. Je ne suis pas quelqu'un de libre, a-t-elle dit. Tu aurais dû me le dire avant. Oui, dès le bus. Un pli douloureux a traversé sa bouche. Oui. La serveuse est passée près de nous. Elle a demandé si tout allait bien. Anna a dit oui avec un calme presque parfait. J'ai trouvé cela terrible, cette façon qu'ont les catastrophes de garder un visage tranquille. Quand nous sommes sortis, la pluie tombait encore, très fine, presque verticale. Nous avons marché quelques mètres sans parapluie. La ville semblait flottante. Les phares étiraient sur l'asphalte des traînées pâles. J'aurais voulu que cette rue se termine vite, ou jamais. « Tu devrais me détester, a-t-elle murmuré. J'ai tourné vers elle un visage que je ne reconnaissais plus tout à fait. Ce serait plus simple. Elle a souri tristement. Rien avec toi ne me semble simple. Alors elle s'est arrêtée sous un lampadaire. La pluie brillait sur ses cils. Et d'une voix presque brisée, comme si chaque mot lui arrachait un peu de peau, elle a ajouté. Le pire, c'est que depuis que je t'ai rencontré, pour la première fois, j'ai eu envie de partir pour de bon. Je crois que mon cœur s'est remis à battre au moment exact où il aurait dû se protéger. Puis elle a ouvert son sac, en a sorti une clé, petite, argentée, et elle l'a déposée dans ma main. La clé était légère, trop légère pour le poids qu'elle déposait en moi. Je l'ai regardée dans ma paume ouverte, petite, froide, presque banale. Une simple clé d'appartement, sans signe particulier, avec un morceau de ruban bleu noué à l'anneau. La pluie tombait dessus en gouttes fines. Elle glissait sur le métal comme sur une peau étrangère. Anna restait devant moi, immobile, le souffle court, les cheveux déjà mouillés le long de ses tempes. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. Ma voix semblait venir de loin, d'un homme fatigué que j'écoutais parler sans vraiment le reconnaître. « Celle de chez moi » a-t-elle murmuré. J'ai relevé les yeux vers elle. « Pourquoi tu me donnes ça ?» Elle a serré son manteau contre elle, pas pour se protéger du froid, pour tenir debout. Parce que je veux que tu comprennes que je ne joue pas avec toi. La rue était presque vide. Une voiture a traversé le carrefour dans un bruit d'eau fendue, puis le silence est revenu. Je sentais la clé dans ma main comme une promesse mal placée, ou un aveu. Peut-être les deux. Tu vas me laisser entrer dans ta vie avec une clé, alors que tu n'arrives même pas à en faire sortir un autre ? ai-je demandé. La phrase était plus dure que je ne l'avais voulu. Elle a baissé la tête. Je sais. Puis elle a ajouté, plus bas encore. C'est pour ça que je te la donne. Parce que moi, je n'arrive plus à savoir ce que je mérite.
Mais je sais que toi, tu mérites de voir la vérité. Pas seulement la version douce de moi. Pas seulement la femme du bus. Pas celle qui aime les librairies et les nuits lentes. Toute la vérité. Je n'ai pas refermé les doigts sur la clé. Je ne voulais pas encore choisir. Nous avons marché jusqu'à l'entrée de son immeuble sans parler. Elle a poussé la porte cochère. L'odeur de pierre humide et de vieux bois nous a enveloppés. L'escalier était étroit, usé au centre des marches. Une ampoule jaune tremblait au-dessus du palier. Tout semblait simple, modeste, calme. Rien dans ce lieu ne disait le désordre qu'elle portait en elle. Elle s'est arrêtée devant sa porte. « Tu veux monter ?» a-t-elle demandé. J'aurais dû dire non. J'aurais dû comprendre que certains seuils, une fois franchis, ne se referment jamais tout à fait. Mais j'ai dit oui. Son appartement était petit, plus petit que je ne l'avais imaginé. Un salon avec une bibliothèque basse, une table ronde près de la fenêtre, une cuisine ouverte. Et partout, cette impression discrète qu'elle vivait ici sans jamais s'y abandonner complètement. Comme quelqu'un prêt à partir ou à être quitté. Il y avait des livres empilés sur le sol, une tasse oubliée sur l'accoudoir du canapé, un gilet sombre sur le dossier d'une chaise. Une lampe diffusait une lumière ambrée qui rendait la pièce presque irréelle. « Je peux te faire du thé ?» a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Pendant qu'elle bougeait dans la cuisine, j'ai laissé mes yeux se poser sur les détails. Un cadre appuyé contre le mur, sans photo. Une plante qui manquait d'eau. Un vieux disque posé près de la chaîne hi-fi. Et puis, sur une étagère, un briquet noir à côté d'un paquet de cigarettes presque vide. Je ne l'avais jamais vu fumer. Je ne sais pas pourquoi ce détail m'a blessé. Peut-être parce qu'il appartenait à une version d'elle que je ne connaissais pas. Une version plus nerveuse, plus sombre, plus liée à quelqu'un d'autre, peut-être. Elle est revenue avec 2 tasses. Nous nous sommes assis face à face, de part et d'autre de la table ronde. La pluie battait doucement contre la fenêtre. L'appartement semblait flotter hors du temps. Pourtant, au milieu de cette douceur, il y avait toujours cette présence invisible entre nous. Julien, son nom, son absence, son retour possible. Tout cela respirait encore dans la pièce comme une fumée qu'on ne voit plus, mais qu'on sent partout. « Il vient ici ?» ai-je demandé. Anna a figé sa main autour de sa tasse. « Parfois. Tu l'attends encore ?» Elle a eu un petit rire sans joie. Je crois que le pire, c'est même quand je ne l'attends plus. Mon corps, lui, continue. Je l'ai regardé longtemps. J'aurais voulu comprendre comment on reste attaché à ce qui nous abîme. Et en même temps, une part de moi commençait déjà à le comprendre trop bien. J'étais assis chez elle, le cœur serré, la dignité fragile. Et pourtant, je n'avais aucune envie de partir. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé. Elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi m'avoir laissé entrer, moi ?» Elle a posé sa tasse, très doucement. Puis elle a joint les mains devant elle comme pour empêcher leur tremblement. « Parce qu'avec toi, je n'ai pas eu peur tout de suite. » Sa réponse a ouvert quelque chose en moi, quelque chose de beau, quelque chose de très triste aussi. Avec lui, a-t-elle poursuivi, tout a été intense dès le début. Magnifique, violent, comme une chute qu'on prend pour un envol. Avec toi, c'était calme, ça m'a fait du bien. Tu comprends? Un bien presque oublié. J'ai baissé les yeux, oui. Je comprenais. C'était peut-être le pire cadeau qu'elle pouvait me faire. Être pour elle ce calme-là, cette douceur-là. La possibilité d'un refuge, alors même qu'elle dormait encore au bord d'un incendie. Elle s'est levée, a marché jusqu'à la fenêtre. J'ai regardé son reflet se superposer à la nuit noire dehors. Elle paraissait très jeune, tout à coup, ou très fatiguée. Parfois, les deux se ressemblent. « Il m'a dit qu'il allait revenir », a-t-elle murmuré. J'ai senti mon ventre se nouer. « Quand ?» Elle a gardé les yeux sur la vitre. « Bientôt. » Un mot creux. Un mot cruel. Le genre de mot qui détruit les gens plus sûrement qu'une date. Je me suis levé à mon tour. Je me suis approché d'elle sans la toucher. Je voyais son reflet trembler avec celui de la pluie. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Elle a fermé les yeux. Je pensais qu'elle allait me répondre tout de suite. Me dire quelque chose de simple, enfin. « Oui. Non. Reste. Pars. Sauve-moi. Oublie-moi. N'importe quoi qui ait la netteté d'une lame. » Mais elle a ouvert un tiroir du meuble près de la fenêtre. Elle y a pris une enveloppe blanche, un peu froissée. Elle me l'a tendue sans me regarder. « Je l'ai trouvée ce matin sous ma porte », a-t-elle dit. J'ai pris l'enveloppe. Mon prénom n'était pas dessus. Le sien non plus. Seulement 3 mots écrits à la main.
Je suis revenu, Anna. Je suis resté un moment sans respirer. L'enveloppe entre mes doigts semblait plus lourde qu'un objet aussi mince n'aurait jamais dû l'être. Le papier était ordinaire, blanc, un peu humide sur un coin, comme s'il avait attendu longtemps contre la porte avant qu'elle ne le ramasse. L'écriture, elle, ne tremblait pas. 3 mots nets, presque calmes. Une menace peut être très calme quand elle sait déjà où frapper. Je suis revenu, Anna. J'ai relu la phrase plusieurs fois, comme si, à force, elle allait changer de sens. Mais non. Elle restait là, simple, sûre d'elle, terrible. Anna se tenait près de la fenêtre, les bras croisés sur elle-même. Elle ne me regardait pas. Son reflet dans la vitre avait l'air d'une femme qui attend sa propre condamnation. La pluie glissait derrière son visage et tout en elle semblait suspendu. Le souffle, les épaules, même le silence avait une forme. « Quand tu l'as trouvée ?» ai-je demandé. « Ce matin. Et tu ne m'as rien dit. » Elle a eu un rire très bas, sans joie. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas assez tôt. Je n'ai pas répondu. J'avais envie de déchirer l'enveloppe, pas de la jeter, de la déchirer lentement, avec les dents presque, comme si cela pouvait effacer l'existence de cet homme. Mais je savais déjà que certains êtres continuent d'exister, même quand ils ne sont plus là. Parfois, surtout, quand ils ne sont plus là. J'ai reposé l'enveloppe sur la table. « Il a une clé ?» Elle a hésité, puis elle a murmuré « Il en avait une. » En avait. Ce temps-là m'a traversé sans me rassurer. Et maintenant, elle a tourné enfin les yeux vers moi. Fatiguée, immense. Je lui ai demandé de me la rendre il y a des mois. Il l'a rendue. Cette fois, elle n'a pas répondu. Cela m'a suffi. Je me suis éloigné de la fenêtre. J'ai marché jusqu'à la table, puis jusqu'à la bibliothèque, puis de nouveau vers la table. J'avais besoin de mouvement pour ne pas laisser ma colère prendre toute la place. Ce n'était pas une colère noble, ni même très digne. C'était une colère mêlée de peur. La peur de ce visage que je ne connaissais pas, de ce prénom qui avait déjà trop de poids entre nous, de cette place qu'il occupait encore ici, dans cet appartement, dans sa voix, dans sa manière de se tenir comme si elle attendait un choc. « Tu crois qu'il peut venir ce soir ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas. » Elle disait souvent ça. « Je ne sais pas. » Et chaque fois, j'entendais derrière ces mots toute une vie tenue dans l'incertitude. Les retours, les disparitions, les promesses détrempées, l'habitude de ne jamais poser son cœur à plat quelque part. Je me suis approché d'elle, très près, pas au point de la toucher, juste assez pour sentir son parfum discret, celui que la pluie n'effaçait jamais complètement. « Anna, regarde-moi. » Elle l'a fait. Et j'ai vu la peur. Pas la peur de moi. Pas vraiment. La peur de ce qui allait devoir être nommé enfin. « Est-ce que tu veux qu'il revienne ?» Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis refermées. Elle a baissé les yeux. Ce geste m'a blessé plus qu'une réponse. « Réponds-moi. » Ma voix était restée basse, mais elle portait quelque chose de plus dur maintenant, une fatigue nouvelle, celle de l'homme qui comprend qu'il devra peut-être se battre contre un fantôme et qu'il perdra quand même. « Une partie de moi, oui, a-t-elle soufflé. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi. C'était assez pour me défaire. Je me suis écarté d'elle aussitôt, comme si son aveu avait une chaleur dangereuse. Mon cœur battait contre mes côtes avec une lenteur douloureuse. J'avais envie de partir, vraiment, de quitter cet appartement, descendre l'escalier, sortir sous la pluie, ne plus jamais revenir, sauver ce qu'il restait de moi avant d'entrer plus loin dans cette histoire. Mais je n'ai pas bougé. C'est cela, sans doute, qui m'a fait le plus honte. Je l'aimais déjà assez pour rester là où j'aurais dû fuir. Anna s'est assise sur le bord du canapé, très droite, les mains jointes entre les genoux. Je ne l'avais jamais vue si vulnérable, ni si lointaine. Il y avait chez elle quelque chose d'enfantin, soudain, une fatigue sans défense, comme si elle avait trop longtemps porté un poids dont elle n'avait même plus conscience. Il savait toujours comment revenir, a-t-elle dit. Je suis resté debout. Elle parlait maintenant sans me regarder. Peut-être parce qu'il était plus facile d'ouvrir certaines blessures quand personne ne les regardait saigner. Au début, il revenait avec des excuses. Après, avec des fleurs. Après encore, avec rien du tout. Juste sa présence, son silence. Sa façon de me regarder comme s'il savait que j'allais ouvrir la porte. Je l'écoutais. Chaque mot me faisait mal. Et pourtant, je voulais tout entendre. Tout. Jusqu'à la nausée s'il le fallait. Il y a des vérités qui détruisent, mais l'attente détruit encore plus lentement. Pourquoi?
ai-je demandé. Pourquoi quoi? Pourquoi lui? Elle a laissé passer un long silence. Parce qu'il m'a connu à un moment où j'étais déjà brisé, et qu'il a su parler à cette part-là de moi. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma gorge. Et moi? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir. Elle a levé les yeux vers moi. Ses cils étaient humides maintenant. Toi, tu parles à la part qui voulait encore guérir. Je n'ai pas su supporter cette douceur. J'ai tourné le visage. Dans la cuisine, l'eau de la bouilloire avait laissé une légère buée sur les carreaux. Tout était calme, presque beau. Et moi, au milieu de cette lumière douce, je comprenais que j'étais en train de devenir ce que je m'étais promis de ne jamais être. L'homme patient. L'homme qui attend près d'une porte pendant qu'une autre mémoire habite encore la pièce. L'homme qui aime plus qu'il n'est aimé. Un bruit sec a traversé l'appartement. Nous nous sommes figés tous les deux. Quelqu'un venait de refermer la porte cochère en bas. Puis, des pas. Lents. Dans l'escalier. Anna s'est levée d'un coup. Son visage a blêmi avec une violence qui m'a glacé. Elle connaissait cette démarche. Je l'ai compris avant même qu'elle parle. « Non », a-t-elle murmuré. Les pas continuaient de monter, réguliers, sans hâte, comme s'ils savaient exactement où aller. Je me suis avancé vers l'entrée pendant qu'elle restait immobile derrière moi, le souffle cassé. Chaque marche grinçait. Puis le silence a suspendu tout l'immeuble. Quelqu'un se tenait de l'autre côté de la porte. Et 3 coups très doux ont retenti. Les 3 coups ont été si doux que c'est cela qui m'a le plus effrayé. Pas une violence, pas une menace ouverte. Non, quelque chose de calme, de presque intime. Comme si la main derrière cette porte connaissait déjà l'endroit, la serrure, le silence d'Anna, la manière exacte dont la peur montait ici. Je suis resté immobile dans l'entrée. Mon cœur battait trop fort, mais tout le reste de mon corps semblait figé. Derrière moi, Anna ne disait rien. Je sentais sa présence sans la voir. Une présence légère, brisée, suspendue dans l'air comme une lampe qui vacille avant de s'éteindre. Les coups ne se sont pas répétés. Seulement le silence. Un silence si dense qu'on entendait presque le bois de la porte respirer entre nous et lui. J'ai tourné la tête vers Anna. Elle avait les lèvres entr'ouvertes, une main plaquée contre sa gorge. Ses yeux fixaient la porte avec cette expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était pire. C'était une habitude de la peur, quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait déjà vécu là. « C'est lui ?» ai-je murmuré. Elle n'a pas répondu. Elle a fermé les yeux une seconde, puis elle a hoché la tête. « Oui. » Je me suis rapproché de la porte sans faire de bruit. Je ne sais pas ce que j'espérais. Entendre sa respiration, sentir sa présence à travers le bois, tout cela me paraissait irréel. Quelques jours plus tôt, je ne connaissais pas Anna. Je marchais seul dans mes nuits sans histoire. Et maintenant, j'étais là, dans l'ombre étroite de son entrée, à attendre un homme que je détestais déjà sans l'avoir vu. Une voix traversait la porte. Basse. Calme. Juste son prénom. Rien de plus. Mais dans cette seule façon de le dire, j'ai senti quelque chose d'insupportable. Une familiarité. Une certitude. Le ton d'un homme qui pense encore avoir le droit d'être entendu dès qu'il parle. Anna a fait un pas en arrière. J'ai vu ses épaules se contracter. « N'ouvre pas », ai-je dit. Ma voix était très basse, elle aussi. Pourtant, dans le petit appartement, elle a résonné comme une prise de position définitive. De l'autre côté, il y a eu un court silence. Puis la voix a repris. « Je sais que tu es là. Je crois que j'ai serré les poings sans m'en rendre compte. » Anna a enfin parlé. À peine plus fort qu'un souffle. « Pars ». Son mot a tremblé en quittant sa bouche. La réponse est venue presque aussitôt. « Ouvre-moi juste 2 minutes. » 2 minutes. J'ai détesté cette façon de réduire des mois, peut-être des années de douleur, à 2 minutes demandées d'une voix douce. « Non », a dit Anna. Je l'ai regardée. Sa peur était toujours là, mais autre chose se levait avec elle. Quelque chose de fragile, une résistance encore maigre, presque malade, mais réelle. J'ai compris alors que cette nuit n'était pas seulement la mienne. Pas seulement celle de ma jalousie ou de ma blessure. C'était peut-être la première nuit où elle allait devoir tenir sa propre porte fermée. Il a frappé de nouveau, toujours doucement. « Anna, s'il te plaît. » J'aurais préféré qu'il crie, qu'il menace, qu'il devienne immédiatement le monstre qu'il occupait déjà dans mon imagination. Mais non, il restait calme. Et c'était cela qui rendait tout plus confus, plus sale. Certaines formes de violence arrivent avec des voix tendres.
Anna tremblait. Je me suis avancé vers elle, très lentement. « Regarde-moi » ai-je murmuré. Elle a levé les yeux vers moi. Ils étaient noyés de panique et de honte. « Tu ne lui dois rien. » Elle a respiré comme si cette phrase lui coûtait un effort immense. « Tu ne comprends pas ? Alors aide-moi à comprendre. » Ses lèvres ont tremblé. Il sait attendre. Il sait parler. Il sait devenir celui que j'espérais, juste assez longtemps pour que j'oublie le reste. Je n'ai pas répondu tout de suite. De l'autre côté de la porte, aucun bruit. Il écoutait peut-être. Ou peut-être qu'il souriait déjà. Peut-être qu'il connaissait cette hésitation par cœur. Peut-être qu'il savait exactement combien de secondes il fallait laisser passer avant de reprendre la main. Et en effet, sa voix est revenue. « Je t'ai vu hier. » Anna a blêmi. Moi, j'ai senti un froid me traverser. « Quoi ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé sans parler. Derrière la porte, il a ajouté. Avec lui. Le sang a cogné dans mes tempes. J'ai fait un pas vers la serrure. Une impulsion brutale. Ouvrir, le voir, lui parler, le frapper peut-être. Je ne suis pas un homme violent. Je ne l'ai jamais été. Mais à cet instant, j'ai compris combien l'amour pouvait faire naître des gestes étrangers en nous. Anna a saisi mon poignet. Sa main était glacée. Non, ce seul mot m'a arrêté plus sûrement qu'une force physique. Je l'ai regardée. Elle me suppliait. Pas de le sauver, lui. De nous sauver de ce qui arriverait si j'ouvrais. Alors je suis resté là, devant cette porte, entre elle et lui. Et je me suis entendu dire d'une voix que je ne reconnaissais pas tout à fait. « Va-t'en. » Silence. Puis un petit rire. Très bas, très bref. « Et toi, tu es qui ?» Je n'ai pas su répondre immédiatement. Qui étais-je? Un homme rencontré dans un bus. Un presque rien. Un refuge récent dans une vie déjà occupée par les ruines d'un autre. Ma gorge s'est serrée. Pourtant j'ai tenu. Quelqu'un qui te demande de partir. Cette fois, le silence s'est prolongé. Longuement. J'entendais à peine la pluie au dehors. J'entendais surtout la respiration d'Anna derrière moi. Courte, fragile, coupée par endroits comme si chaque seconde arrachait un peu de son air. Puis sa voix a changé. Plus froide. Anna, tu crois vraiment qu'il va rester quand il comprendra? Elle a fermé les yeux. Je l'ai senti sans la voir. Comprendra quoi? La question est tombée entre nous avant même d'être dite. Et lui, derrière la porte, avec une cruauté tranquille, a murmuré. Dis-lui pour l'hôpital. Le monde s'est vidé de son bruit. Même la pluie a semblé s'arrêter. J'ai tourné la tête vers Anna. Elle pleurait en silence. Pas une larme théâtrale, pas un sanglot. Seulement ce visage défait d'une femme qui voit soudain le dernier verrou céder. Et c'est là que j'ai compris que je n'aimais encore d'elle qu'une douleur incomplète. Anna n'a pas essuyé ses larmes tout de suite. Elle coulait sans bruit, lentement, comme si son visage savait déjà le chemin. Moi, je restais là, entre elle et la porte, avec cette phrase encore plantée en moi comme un éclat de verre. Dis-lui pour l'hôpital. De l'autre côté, plus rien. Pas un pas, pas un souffle. Juste cette présence muette, insupportable. Comme s'il savait qu'il venait d'ouvrir quelque chose qu'il n'aurait même plus besoin de toucher ensuite. « Va-t'en » ai-je répété. Ma voix était plus basse cette fois, plus froide aussi. Le silence a duré encore quelques secondes. Puis enfin, j'ai entendu un léger mouvement sur le palier. Un froissement de manteau. Un pas, puis un autre. Lent, sans colère, sans urgence. Comme s'il se retirait en laissant derrière lui exactement ce qu'il voulait. Quand le bruit de l'escalier a disparu, l'appartement entier a semblé se vider d'un coup. Anna s'est affaissée contre le mur. Je me suis tourné vers elle aussitôt. J'ai voulu la prendre dans mes bras, mais je me suis arrêté à un rien d'elle. J'avais peur qu'un geste trop brusque la casse davantage. Elle respirait mal, par petites secousses. Une main sur sa bouche, l'autre serrée contre son ventre. Anna. Elle a fermé les yeux. Ne me regarde pas comme ça. Encore cette phrase. Mais cette fois, elle n'avait plus rien de triste. Elle était nue, presque honteuse. Comme quoi? Ai-je soufflé. Comme si tu pouvais encore me trouver belle après ça. Mon cœur s'est serré si fort que j'en ai eu mal physiquement. Je me suis approché tout à fait. J'ai pris son visage entre mes mains, très doucement. Elle tremblait. « Regarde-moi » ai-je murmuré. Ses yeux se sont levés vers les miens. Rouges, fatigués, pleins d'une peur si ancienne qu'elle semblait ne plus lui appartenir tout à fait. « Tu n'as rien à me prouver pour que je reste. » À ces mots, sa bouche s'est brisée. Elle a posé son front contre mon épaule et son corps entier s'est mis à trembler en silence. Je l'ai serré contre moi, enfin, sans réfléchir davantage.
Je sentais la chaleur de ses larmes à travers ma chemise. Ses doigts s'agrippaient à mon dos comme si quelque chose en elle tombait depuis très loin. Nous sommes restés ainsi longtemps. Je ne sais pas combien de minutes. Peut-être davantage. La pluie cognait doucement à la fenêtre. Quelque part, un robinet gouttait dans la cuisine. Le monde avait retrouvé de petits bruits ordinaires. Et au milieu de ces riens, je tenais une femme que j'aimais déjà plus que je ne l'aurais cru possible. Quand elle s'est un peu calmée, je l'ai aidée à s'asseoir sur le canapé. Je me suis assis près d'elle, pas trop près, juste assez pour qu'elle sente que je ne m'éloignais pas. Elle regardait le tapis. « Il n'aurait pas dû dire ça comme ça », a-t-elle murmuré. « Alors dis-le toi. » Elle a hoché la tête, une fois, comme si la décision lui coûtait. Puis elle a parlé, d'abord par morceaux, des phrases courtes, incomplètes, des silences plus longs que les mots. J'ai compris que l'hiver dernier, après une autre disparition de Julien, elle n'avait plus tenu. Pas un grand geste théâtral, pas une scène, juste une nuit trop vide, des comprimés. Beaucoup. Puis le noir, une voisine inquiète, les pompiers, l'hôpital. Ensuite, quelques jours dans une unité psychiatrique. Observation, surveillance, les fenêtres qui ne s'ouvrent pas, les repas qu'on pose sans vous regarder vraiment. Et surtout la honte collée partout, à la peau, aux cheveux, à la voix. Elle ne me regardait toujours pas. Je n'ai pas voulu mourir exactement, a-t-elle dit. Pas comme dans les films. Je voulais juste que tout se taise enfin. Je l'écoutais sans bouger. Et quand je me suis réveillé là-bas, je me suis détesté encore plus, pour avoir raté, pour avoir essayé, pour tout. Sa voix était presque éteinte maintenant. Il est venu le 2e jour, avec des fleurs. Il a pleuré. Il m'a dit qu'il avait compris, qu'il ne me laisserait plus tomber. J'ai cru que cette fois, c'était vrai. Elle a enfin levé les yeux vers moi. Ça a tenu 3 semaines. Je n'ai rien dit tout de suite. Je sentais la colère monter en moi. Une colère froide, plus vaste que la jalousie, plus propre aussi. Pas contre elle, jamais contre elle, contre lui, contre cette manière d'utiliser la fissure de quelqu'un comme une porte d'entrée. « Pourquoi tu avais peur que je parte ?» ai-je demandé. Elle a eu un sourire si triste que j'ai eu envie de détourner les yeux. Parce que les gens aiment la douleur quand elle est poétique, quand elle tient dans une phrase, dans un regard, dans une chanson. Mais l'hôpital, les médicaments, la peur de soi, ça salit tout. Je me suis rapproché d'elle. Non, elle a secoué la tête. Tu dis ça maintenant. Non, Anna, ma voix s'est faite plus ferme. Je dis ça parce que je suis là et que je t'écoute. Et que rien de ce que tu viens de me dire ne me donne envie de partir. Elle me regardait comme si elle attendait encore le moment exact où mon visage changerait, où la pitié deviendrait recul, où la tendresse deviendrait prudence. Je crois que ce fut l'instant le plus douloureux entre nous. Voir à quel point elle s'attendait à être abandonnée dès que la vérité cessait d'être jolie. Alors j'ai pris sa main. Je l'ai portée contre ma poitrine. « Tu sens ?» Elle a fermé les yeux. Mon cœur battait vite, fort, douloureusement vivant. « Il est là pour toi aussi », ai-je murmuré. Cette fois, elle a pleuré autrement. Pas de honte, pas de panique. Une peine plus profonde, plus calme, comme si quelqu'un, enfin, touchait la part d'elle qui n'avait jamais été consolée. La nuit a avancé autour de nous. Nous n'avons pas allumé d'autres lampes. L'appartement baignait dans cette lumière ambrée et faible qui rend les visages plus vrais. Elle m'a raconté le bracelet d'hôpital qu'elle avait gardé plusieurs jours après sa sortie, caché dans un tiroir. Les appels qu'elle n'écoutait plus. Les matins sans force. Les heures allongées au sol du salon parce que le lit lui paraissait trop loin. Moi, je lui ai dit ma propre fatigue, mes années sans relief, cette manière que j'avais eue de continuer à vivre sans être tout à fait présent. Peut-être que c'est pour ça, ai-je murmuré. Pour ça quoi? Que je t'ai reconnu si vite. Elle a posé sa tête contre mon épaule. Alors nous étions 2 fantômes, a-t-elle soufflé. Oui. Le thé avait refroidi depuis longtemps. La pluie aussi semblait plus lointaine. Par moments, nous parlions. Par moments, non. Et ce silence-là n'avait plus rien du silence de tout à l'heure. Il n'était plus rempli d'un autre. Il était rempli de nous, de nos failles, de cette douceur épuisée qui naît parfois après l'aveu. Vers 4 heures du matin, elle s'est levée pour aller chercher une couverture. Je l'ai suivie du regard. Elle semblait vidée, plus légère aussi. Comme si raconter l'avait blessée, mais délestée d'un poids impossible à porter seule.
Elle m'a rejoint sur le canapé. Nous nous sommes allongés sans nous déshabiller. Elle contre moi. Sa respiration dans mon cou, mes doigts dans ses cheveux. Je ne pensais plus à Julien, ni au palier, ni à la peur. Je pensais seulement à cette femme qui avait survécu à une nuit que je n'avais pas connue et qui s'était quand même assise en face de moi dans une librairie avec un sourire discret. Je ne sais pas quand je me suis endormi. Je sais seulement qu'au petit matin, dans le gris fragile de l'aube, j'ai ouvert les yeux sur le vide à côté de moi. Et sur la table basse, à la place de sa main, il y avait un mot plié en deux. Le mot était petit, plié avec soin, posé au centre de la table basse, comme on laisse une chose fragile à l'endroit exact où l'on est certain qu'elle sera vue. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile sous la couverture, encore lourd de sommeil, incapable d'accepter ce que mes yeux comprenaient déjà. La place à côté de moi était froide, pas glacée, juste assez froide pour dire qu'elle était partie depuis un moment. La lumière de l'aube entrait à peine dans le salon, grise, timide. Elle dessinait les contours des livres, du tapis, de la tasse oubliée sur la table ronde. Tout avait l'air plus pauvre le matin. Les appartements de nuit savent protéger les blessures. Le jour, lui, montre les objets comme ils sont. Nus, fatigués, définitifs. J'ai pris le mot. Mes doigts tremblaient déjà. Il n'y avait que 2 lignes. Ne me cherche pas aujourd'hui. J'ai besoin d'aller au bout de quelque chose. Rien d'autre. Pas mon prénom. Pas un « je t'expliquerai ». Pas même une promesse de revenir. J'ai relu ces mots plus de fois que je ne pourrais le dire. Comme la veille avec l'enveloppe. Comme si les phrases allaient finir par céder, par révéler un autre sens derrière leur apparente simplicité. Mais non. Elles restaient fermées, dures. Et cette absence de détails me faisait plus mal qu'un adieu clair. Je me suis levé brusquement. L'appartement gardait encore sa présence. Son parfum dans le coussin, une pince à cheveux sur le rebord de l'évier, son gilet sombre roulé sur une chaise. C'était peut-être cela le plus cruel. Quand quelqu'un part sans vraiment partir tout à fait. Quand la pièce continue de respirer à son rythme alors qu'elle n'y est plus. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message. J'ai écrit pourtant. Où es-tu? Puis j'ai effacé. J'ai essayé autre chose. Je suis là. J'ai effacé encore. Finalement, je n'ai rien envoyé pendant plusieurs minutes. J'étais debout au milieu du salon, le mot dans une main, le téléphone dans l'autre, avec cette sensation d'être revenu des années en arrière. L'attente, le vide dans l'estomac, la peur de dire trop, la peur de ne pas dire assez. L'amour nous rend parfois ridiculement jeunes ou ridiculement anciens. Je ne sais jamais lequel des deux. J'ai fini par écrire « Dis-moi seulement que tu vas bien ». Le message est parti. Le silence a recommencé. Je suis allé jusqu'à la fenêtre. La rue en bas avait cette laideur pâle des matins trop tôt. Une femme promenait un chien. Un livreur déposait des caisses devant une supérette. Une voiture reculait lentement, avec ce bip irritant qui semblait insulter ma détresse par son indifférence mécanique. Le monde, encore une fois, avait décidé de continuer. Je n'avais aucune raison de rester chez elle. Et pourtant, je n'arrivais pas à partir. J'ai rangé la couverture, lavé les tasses de la veille, arrosé presque machinalement la plante qui manquait d'eau. C'étaient des gestes minuscules, inutiles. Mais ils me retenaient au bord de quelque chose de plus sombre. J'avais peur que le simple fait de quitter l'appartement transforme cette nuit en erreur, en parenthèse close, en rêve mal recousu au matin. Vers 9 heures, mon téléphone a vibré. Mon cœur a bondi si fort que j'en ai eu mal. Mais ce n'était pas elle. C'est un numéro inconnu. Un seul message. Tu ne la connais pas. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Je n'ai pas eu besoin de demander qui écrivait. Le calme de la phrase le trahissait déjà. Cette certitude glacée, cette manière de se placer entre elle et moi en prétendant dire une vérité supérieure. Julien. J'ai regardé l'écran longtemps, puis j'ai répondu avant même d'avoir réfléchi. Toi non plus. 3 petits points sont apparus presque aussitôt. Ils ont disparu, puis sont revenus. Enfin, le message est tombé. Je la connais assez pour savoir qu'elle te laissera quand elle commencera à avoir peur. Je me suis assis d'un coup sur le bord du canapé. L'appartement s'est mis à tourner légèrement autour de moi. Pas de vertige physique. Autre chose. L'impression qu'il entrait ici sans corps, sans clé, sans porte à forcer. Qu'il savait déjà comment déposer le doute au bon endroit. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un nouveau message. Demande-lui où elle va quand elle disparaît.
puis un autre. Demande-lui ce qu'elle n'a jamais dit sur cette nuit-là. Cette nuit-là. Laquelle? L'hôpital? Une autre? Je fixais l'écran comme s'il allait me brûler les yeux. Tout en moi criait de bloquer ce numéro, d'effacer, de protéger ce qu'il restait encore entre Anna et moi. Mais une autre part, plus faible, plus honteuse, voulait savoir. C'est cela que les gens comme lui comprennent si bien. Ils n'ont pas besoin de vous frapper pour vous atteindre. Ils laissent simplement une porte entr'ouverte au bon endroit. Et c'est votre propre amour qui s'occupe du reste. J'ai fini par bloquer le numéro. Mes mains tremblaient toujours. À 10 heures passées, je ne tenais plus. J'ai quitté l'appartement d'Anna avec la clé dans ma poche. J'ai fermé la porte doucement derrière moi, comme si le silence à l'intérieur pouvait encore la protéger. Dans l'escalier, l'odeur de pierre humide était la même que la première nuit. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus l'homme qui descendait du bus avec le cœur rouvert. J'étais un homme qui commençait à comprendre qu'aimer quelqu'un, parfois, c'est entrer dans une maison déjà pleine d'échos. Dehors, l'air était froid, plus clair que les jours précédents. Un de ces matins d'après-pluie où les trottoirs gardent encore des flaques noires près des bordures. J'ai marché sans but d'abord. Puis mes pas m'ont ramené presque malgré moi vers la librairie où nous nous étions retrouvés. Elle était fermée. Bien sûr, trop tôt. J'ai continué jusqu'au square. Le banc était vide. Les feuilles mouillées collaient au gravier. Tout semblait plus petit en plein jour. Même les lieux qui ont connu nos plus grandes secousses deviennent modestes au matin. À midi, toujours aucune réponse d'Anna. J'ai acheté un café trop chaud dans un comptoir anonyme. Je ne l'ai presque pas bu. J'avais la bouche sèche, le ventre serré. Et cette phrase tournait en boucle dans ma tête. J'ai besoin d'aller au bout de quelque chose. Au bout de quoi? D'une peur, d'un retour, d'un adieu. Je marchais encore quand j'ai levé les yeux vers un feu rouge et que j'ai cru devenir fou. De l'autre côté du boulevard, près de la sortie du métro, j'ai vu Anna. Son manteau clair, sa nuque, sa façon de tenir son sac contre elle quand elle est tendue. Et face à elle, un homme, grand, mince. Le visage à moitié mangé par l'ombre de l'auvent. Il s'est penché vers elle comme quelqu'un qui n'a jamais vraiment appris à demander avant de reprendre sa place. Le feu est passé au vert. J'ai avancé. Mais quand j'ai atteint l'autre trottoir, il n'y avait déjà plus qu'elle, seule. Et dans sa main, j'ai aperçu quelque chose qui a arrêté mon souffle. Le bracelet blanc de l'hôpital. Le bracelet blanc a glissé contre son poignet quand elle a levé la main pour remettre une mèche derrière son oreille. Je me suis arrêté au milieu du trottoir. Autour de nous, les gens passaient vite. Des sacs, des manteaux, des visages fermés. Le feu venait de repasser au rouge derrière moi. Une moto a klaxonné. Un camion de livraison a freiné trop fort. Mais tout cela me paraissait venir d'un autre monde. Je ne voyais plus qu'elle. Anna, debout sous un ciel pâle, plus fragile encore en plein jour, et ce bracelet blanc qui brillait comme une cicatrice laissée à l'air. Elle m'a vu. Ses yeux se sont agrandis une seconde. Pas de surprise totale. Plutôt cette fatigue des gens qui savaient déjà qu'ils allaient devoir expliquer quelque chose qu'ils ne savent pas expliquer eux-mêmes. Je me suis approché. C'était lui? Ma voix était plus basse que je ne l'aurais cru. Elle a regardé par-dessus mon épaule, vers la bouche de métro. L'homme avait disparu, ou s'était fondu dans la foule. Il ne restait rien de lui. Rien, sauf ce vide déplacé autour d'elle. « Oui », a-t-elle murmuré. « Je n'ai pas demandé davantage. » Pas tout de suite. Je fixais son poignet. Elle a compris. Elle a caressé le bracelet du bout des doigts, comme on touche une vieille brûlure. Je suis retourné là-bas ce matin. À l'hôpital? Elle a hoché la tête. Le vent soulevait à peine l'ourlet de son manteau. Son visage semblait lavé de toute défense. Il n'y avait plus de honte maintenant. Seulement un épuisement immense. Et quelque chose d'autre. Une décision peut-être. Mais une décision qui faisait mal. Pourquoi? Ai-je demandé. Elle a mis quelques secondes avant de répondre. Parce que je ne voulais plus que ce lieu reste à l'intérieur de moi comme une cave fermée. Sa voix était calme, trop calme. J'avais gardé ce bracelet dans un tiroir pendant des mois, comme une preuve, comme une menace aussi. Ce matin, j'y suis retourné avec lui sur moi, pour me rappeler que je n'ai pas rêvé cette nuit-là, que j'y ai survécu, et que je ne veux plus jamais y revenir. Je la regardais sans parler. J'aurais voulu être fier d'elle, la serrer contre moi,
lui dire que c'était un geste immense, courageux. Mais quelque chose en moi restait blessé par le simple fait qu'elle y soit allée seule, qu'elle ait vu Julien, qu'elle ait traversé tout cela sans moi. Elle l'a senti. « Je ne voulais pas te mêler à ça », a-t-elle dit. « Tu m'y as déjà mêlé. » Elle a baissé les yeux. « Oui, bien sûr. » J'ai regretté la dureté de ma phrase au moment même où elle quittait ma bouche. Mais elle était vraie. Depuis le bus, depuis la pluie, depuis sa main dans la mienne sur le pont. J'étais déjà dedans, jusqu'au cou, jusqu'au cœur. Nous avons marché un moment sans but, très près l'un de l'autre, sans nous toucher. Le boulevard nous rejetait son bruit, sa lumière plate, sa banalité impitoyable. Au coin d'une rue plus calme, elle s'est arrêtée. « Il m'a demandé de revenir avec lui », a-t-elle murmuré. Je crois que je m'attendais à cette phrase depuis le début, depuis la première vibration de son téléphone, depuis l'enveloppe, depuis les 3 coups à la porte. Et pourtant, l'entendre m'a ouvert en deux. « Et toi ?» Elle a fermé les yeux. Je lui ai dit non. L'air est revenu dans mes poumons d'un seul coup, brutalement, presque douloureusement. Elle m'a regardé alors, vraiment, avec une gravité que je ne lui connaissais pas encore. Mais ce n'est pas pour ça que je suis parti ce matin. Je n'ai rien dit. J'attendais la suite avec une peur déjà ancienne. Je suis parti parce que j'ai compris quelque chose, a-t-elle ajouté. Quelque chose de très simple et de très triste. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Quoi ? Elle a eu un sourire infime, épuisé. Qu'avec toi, j'ai envie de vivre. Vraiment. Pas seulement de survivre, pas seulement d'attendre que le bruit passe. Vivre. Et c'est justement pour ça que je te fais peur. Je ne comprenais pas, ou plutôt je comprenais trop bien, mais je refusais encore la forme exacte de cette vérité. Anna, écoute-moi. J'ai obéi. Quand on a passé trop de temps à confondre l'amour avec le vertige, le calme ressemble parfois à un vide. La douceur ressemble à une absence. Et quelqu'un comme toi, quelqu'un qui ne cogne pas, qui ne disparaît pas, qui ne revient pas pour tout casser ensuite. Quelqu'un comme toi me montre chaque seconde tout ce que j'ai accepté avant. Le vent a fait bouger les branches maigres au-dessus de nous. Une ombre a traversé son visage, puis l'a quitté. « Et tu crois que c'est une raison pour partir ?» ai-je demandé. Elle a eu les larmes aux yeux. « Je crois que c'est une raison pour avoir peur de te détruire aussi. » J'ai fait un pas vers elle. Cette fois, je l'ai touchée. Mes mains sur ses joues froides. « C'est à moi de choisir si je reste. » Elle a fermé les yeux contre mes paumes. 1 seconde. 2. Puis, elle a posé ses doigts sur mes poignets avec une tendresse qui m'a immédiatement terrifié. Parce qu'il y avait déjà dans ce geste une manière de dire adieu. Les jours qui ont suivi ont eu la douceur des choses condamnées. Anna est restée. Pas longtemps. Juste assez pour que mon appartement apprenne sa présence. Une brosse à dents à côté de la mienne. Ses livres ouverts à l'envers sur ma table de nuit. Son rire rare dans ma cuisine quand je ratais le café. La nuit, elle dormait roulée contre moi, comme si mon corps pouvait vraiment tenir la porte contre tout le reste. Parfois, au milieu du silence, elle se réveillait en sursaut. Je la sentais chercher l'air, chercher mes bras. Et je la serrais jusqu'à ce que sa respiration revienne. Je croyais que cela voulait dire quelque chose. Peut-être que cela voulait tout dire. Peut-être que cela ne suffisait pas. Un matin, je me suis réveillé avant elle. La pluie tombait doucement, exactement comme la première nuit. Il faisait encore sombre. Son visage reposait contre l'oreiller, apaisé comme je le voyais rarement. J'ai regardé longtemps cette femme que j'aimais avec une douceur presque douloureuse. J'ai voulu la laisser dormir. Je suis allé acheter du pain au coin de la rue. Je ne suis parti que 15 minutes. Quand je suis revenu, l'appartement était silencieux. Trop silencieux. Le lit vide, l'armoire entr'ouverte, la brosse à dents disparue. Sur la table de la cuisine, il n'y avait rien. Pas de mots, pas d'explication, pas même la clé. Seulement la fenêtre légèrement entrebâillée, la pluie fine qui entrait un peu et cette odeur d'elle qui s'éloignait déjà de tout. Elle m'a quitté comme certaines nuits finissent. Sans bruit, sans promesse, sans jamais dire pourquoi. Et depuis, chaque fois que j'entends la pluie contre une vitre, j'ai l'impression idiote et tenace que mon cœur reconnaît encore ses pas.